disait de toute urgence défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, chers amis, nous allons consacrer l'émission à une entreprise qui fut la plus grande et la plus belle entreprise électrique de la planète au début du XXe siècle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, il s'agit d'EDF. Nous allons parler d'énergie fossile aussi, avec Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour monsieur, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes industriel, vous présidez une demi-douzaine de PME, je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes spécialiste des questions d'énergie. Et j'en subis les conséquences en tant qu'industriel aujourd'hui. Eh oui, parce que le prix... Après avoir été producteur. Voilà. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous êtes des deux côtés de la barrière. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que nous allons nous grelotter de froid cet hiver? Bien sûr, ça c'est pour les médias, c'est le spectaculaire. Les Allemands, paraît-il, auront plus froid que nous cet hiver. Bref, est-ce que nous allons vers des pénuries? Est-ce que ces pénuries sont liées à une politique erratique en matière d'énergie? La réponse est déjà dans la question. Oui, alors donc la politique a été mauvaise depuis une vingtaine d'années et ça s'est aggravé, comme on pouvait l'imaginer, avec le conflit Russie-Ukraine. Oui. Mais disons que le ver était dans le fruit et que déjà on avait des tarifs d'électricité et des tarifs de gaz qui n'avaient rien à voir avec la réalité avant le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc il faut analyser la situation avec calme et sans déni de réalité. Et ce qui a été fait par les Européens avec l'aide des Français représentant la France, donc ce n'est pas une politique complètement subie. Ça a été une politique subie par EDF et Gaz de France, mais ça a été une politique volontaire de la part des gouvernements successifs qui ont voulu faire une politique européenne contre un monopole qu'ils estimaient dangereux qui s'appelait EDF. Et donc la politique a été contre EDF avec l'aide des élites françaises. Alors, c'est ça la réalité dont nous bénéficions 20 ans après. C'est-à-dire que nous avons fait de l'antinucléaire primaire dès 1997. On a commencé dès 1997 avec la suppression de Superphénix. Ensuite, on a voulu mettre l'EDF dans le circuit du marché électrique, alors que vous avez remarqué qu'il y a un producteur, il y a un réseau de transport et un distributeur. Donc c'est la même électricité qui va partout. Donc c'est pas la peine de raconter d'histoire. Bon, donc on a inventé un marché d'électricité avec des fournisseurs qui ne produisaient pas. On a voulu que ces fournisseurs aient une capacité de gagner de l'argent. Donc on a fabriqué un mécanisme qui s'appelle l'ARENT, qui donne à des fournisseurs qui n'ont rien fait la capacité de vendre l'électricité en faisant du bénéfice. Et puis, cerise sur le gâteau, on a dit, mais il ne faut plus faire de nucléaire et on va faire des énergies nouvelles. Or, les énergies nouvelles, c'est pour eux, pour les gens qui parlent, les nouvelles, c'est essentiellement l'éolien et le solaire. Ça, éolien et solaire, ce sont des énergies non seulement nouvelles, mais intermittentes. Et cette énergie intermittente coûte cher. Elle coûte cher parce qu'il faut la doubler avec une installation au gaz ou au charbon, de manière à pouvoir pallier aux insuffisances de vent et de soleil. Elles sont connues. Entre le 15 janvier et 15 février, il n'y a plus de vent et il n'y a pratiquement pas de soleil. Donc on sait, et c'est le moment où il fait le plus froid, en principe, en Europe. Donc on connaît tout ça, et on a malgré tout fait cette politique qui nous conduit dans le mur, parce qu'en plus, notre réseau était fait pour avoir une base
une base nucléaire qui fonctionnait tout le temps, et puis on avait le pilotable hydraulique, et puis un peu de pilotable charbon, fioul ou gaz. Donc on avait un mix électrique qui était équilibré, et on a déséquilibré le mix. Et le déséquilibre du mix, c'est dire quand le vent est là, il faut utiliser l'éolien, et quand le soleil est là, il faut utiliser le solaire. Et donc le fait de dire ça, ça conduit à déséquilibrer le réseau qui n'était pas habitué à ça. Donc il faut des transformateurs, il faut des onduleurs, il faut un changement important du réseau. Et nous avons fait des dépenses inconsidérées parce que, en particulier, quand on fait des éoliennes en mer, ce qu'on est en train d'essayer de faire, à contre-courant de tout ce qui peut être imaginé aujourd'hui, quand on fait ça, le raccordement coûte très cher, et ce raccordement qui concentre à un moment une grande partie de l'électricité quand les éoliennes tournent, déséquilibre complètement le réseau aval, et à ce moment-là, il faut du matériel extrêmement important à terre pour arriver à s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas stocker l'électricité. Alors, le problème, c'est que on parle de stockage d'électricité, qui est un mot impropre, puisque l'électricité, c'est des électrons en mouvement, donc on ne le stocke pas. On ne stocke jamais l'électricité. Donc on dit, on va arriver à stocker l'électricité. C'est une vue de l'esprit, puisqu'on ne stocke pas, comme on a l'impression qu'il y a des électrons qui vont arriver, on les met dans la poche, puis on les ressortir. Mais c'est ça que les gens ont en tête. Non, c'est pas du tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On transforme l'électricité en quelque chose qui va transformer ce quelque chose en électricité. Donc on perd en rendement à la transformation première, et la deuxième transformation on remporte. Donc le rendement est toujours très très mauvais de toute cette opération. Vous évoquez Superphénix à l'instant, Loïc Le Floch-Prigent. Pourquoi l'ancien Premier ministre Lionel Jospin a arrêté ce réacteur dès son arrivée en 97 à Matignon? Parce qu'il était sur l'idée qu'il fallait faire, alors c'était la gauche plurielle. Et la gauche plurielle intégrait les Verts, et les Verts ont dit on rentre dans la gauche plurielle si vous arrêtez Superphénix. Donc il a arrêté Superphénix. C'est essentiellement. Or c'est l'espoir du nucléaire demain. Hein, c'est de ne pas fonctionner à l'uranium enrichi, mais à l'uranium appauvri. Bon, et en particulier de recycler les déchets des centrales actuelles dans ces centrales à uranium appauvri. Or, ces centrales, c'était Superphénix, c'est-à-dire les neutrons rapides. Et alors, le programme est constitutif de l'existence du nucléaire dans notre pays, donc il fallait le réanimer. Il a été réanimé sous le nom de programme Astrid. Abandonné de nouveau. Et puis il a été abandonné en 2019 par le président Macron, entre la poire et le fromage, sans qu'on sache bien pourquoi. Enfin, il a été abandonné. Ce programme est l'avenir du nucléaire demain et après-demain. Il a été repris par nos voisins étrangers, la Chine, la Corée, la Russie et les États-Unis, et ça va déboucher. C'est-à-dire que dans quelques années, nous allons faire des réacteurs à neutrons rapides pour utiliser sans aucun tout ce que déchet, vous avez. pratiquement. Sans aucun déchet. Mais il y a quoi derrière ces injonctions contradictoires? Alors, c'est ça qu'on arrive, on voit bien que la politique des dernières années a été d'utiliser au mieux la minorité verte dans les gouvernements. Hein. Donc on voit bien que c'est l'ambition de tous, c'était l'ambition de Jospin, c'était l'ambition de Hollande, ça a été l'ambition de Macron, on essaie toujours de calmer les Verts. Et donc pour calmer les Verts, on fait des idioties. Mais là, je dirais que le roi est nu. C'est-à-dire que ce qui arrive aujourd'hui avec le coût de l'énergie pour les industriels, c'est pour l'électricité un facteur 3, c'est 3 fois plus cher qu'hier, et pour le gaz, c'est 4 fois plus cher, et ça augmente tous les jours. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Poutine tousse, le prix du gaz monte, peut-être par nécessité, sûrement par un peu d'anticipation. Donc on est dans cette situation. Et cette situation, c'est que les énergies intermittentes n'ont plus d'autres possibilités que de voir le charbon venir à leur secours. À leur aide, à leur secours. Il n'y a plus que le charbon. Et donc, le fait d'être sur l'énergie nouvelle, c'est
être sur le gaz ou le charbon. Quand il n'y a plus de gaz, c'est le charbon. Et c'est ce que les Allemands nous apprennent aujourd'hui en disant on va rouvrir toutes nos centrales en charbon de manière à pouvoir utiliser nos énergies terminantes pour faire l'électricité. On pourrait réactiver ce Fessenheim dans ces conditions. Alors, il faut faire un programme nucléaire intelligent en France. Alors, ce programme intelligent réside sur 3 pieds. Le premier pied, c'est de dire nous allons regarder si vraiment les centrales qui ont été arrêtées, pour des raisons de sécurité, ont les justifications pour s'arrêter. Ce n'est pas mon point de vue, et ce n'est pas le point de vue d'un certain nombre de mes collaborateurs. Je le dis ça de façon solennelle, je l'ai dit ce week-end sur atlantico.fr, puisque je suis chroniqueur là-bas. J'ai dit non, il faut regarder, c'est-à-dire que ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que le fait d'avoir par exemple, des problèmes de corrosion sur certaines centrales qui ont conduit l'agence nucléaire à dire on arrête tout. Ces problèmes de corrosion, moi je les connais depuis 10 ans. Est-ce qu'ils ont augmenté depuis 10 ans? J'en doute. Bon, et certains de mes collaborateurs, qui ne sont pas les plus idiots, qui ont été souvent directeurs de centrales, disent on en doute aussi. Donc regardons. Hein, disons que ce n'est pas, il n'y a pas Dieu le Père qui est la SN et qui dit voilà c'est la vérité vraie. Non, il faut regarder et ça mérite quand même de regarder parce que si jamais la France est dans le noir parce qu'on a fermé des centrales nucléaires, là ce n'est plus par dizaines qu'on va compter les morts parce que c'est imaginez tout ou partie de la France dans le noir pendant 24 heures. Vous allez voir un certain nombre de situations parce qu'on n'est pas adapté du tout à l'idée que dans les hôpitaux, par exemple, on ait des petits générateurs à diesel et à essence. Parce que diesel et essence, quelle horreur! Oui, des groupes électrogènes. Donc, des groupes électrogènes, oui, des groupes électrogènes. Non, mais c'est diesel et essence. Oui, bien sûr, parce bien que sûr. il faut électrogène. Et les gens disent, bah oui, c'est l'électricité. Non, c'est du fuel. C'est du fuel. Bon, deuxième pilier. Donc, premier pilier, c'est ça. Ouais. Deuxième pilier, c'est Fessenheim. Fessenheim, nous avons la possibilité de rouvrir Fessenheim, qui sera de toute façon moins cher que soit de faire de nouvelles centrales nucléaires, soit de faire des centrales charbon. Le fait de rouvrir Fessenheim, puisqu'on a déjà le réacteur qui est là, on n'a fait qu'enlever les appareillages. Alors, combien de temps ça durera de remettre les appareillages? Ça durera, c'est de l'ordre de quelques années, mais ce sera moins cher. Ah oui. Ce sera moins cher de toute façon que tout le reste. Hein, leur ouverture de Fessenheim est moins chère. Et puis le troisième pilier, c'est de dire on va faire des centrales nucléaires nouvelles. Alors on a trois manières de faire. La première, c'est de dire on va faire des EPR2 qui sont en réparation. Donc on va les mettre, mais il faut à ce moment-là y aller. Il ne faut pas dire j'y vais pas. En même temps je fais ça. Non. On a déjà pas réussi à ouvrir le premier. Oui, c'est ça, mais ça on va revenir sur le premier. Il faut revenir sur EPR. Je parle de EPR2. Hein, bon. Oui. Et donc deuxièmement, il faut regarder si on est capable de faire des SMR, des small réacteurs assez vite sur un certain nombre de sujets. On parle de small réacteurs. Aussi, small réacteurs. Et troisièmement, il faut reprendre bien sûr le projet neutron rapide pour préparer l'avenir. Voilà, mais vous avez les trois piliers. Le premier pilier, c'est de dire est-ce qu'on a raison aujourd'hui de devoir fermer quelques centrales par précaution? Est-ce que la précaution va jusqu'à la France dans le noir? C'est ça le sujet. Donc vous êtes plutôt favorable à la nouvelle orientation politique nucléaire du chef de l'État avec sa création de 6 petits réacteurs plus 8 en option? Non, pas cela. Il faut d'abord faire des centrales EPR2. J'ai pris ça dans l'ordre. Ensuite, il faut regarder et faire un prototype de SMR pour voir ce que ça donne. Et 3, il faut repartir sur le programme neutron rapide. Donc c'est les 3 piliers. Et quand on aura fait ça, je vous assure, on aura dépensé suffisamment d'argent pour ne pas avoir à faire des centrales éoliennes partout sur le littoral, qui sont des gouffres afriques et qui n'auront qu'une incidence relativement bénigne
sur la réalité électrique française, puisque elles ne fonctionneront au mieux qu'à 30% de la puissance nominale, et quand il y a du vent. Donc on fait, et on voit que pour qu'il y ait plus de vent, on va de plus en plus haut, par conséquent on va de plus en plus loin, et en ce qui concerne l'environnement, alors là c'est dramatique, c'est pas uniquement visuel, c'est l'environnement physique à l'intérieur des mers. C'est quoi les conséquences justement sur les mers? C'est quoi, Quoi dites-nous, les conséquences sur les mers? Ah ben c'est le fait de vouloir les faire ancrer fait qu'on les fait relativement près du rivage, c'est-à-dire 16 km, et à 16 km, on est dans les endroits de reproduction de la faune et de la flore, et par conséquent, on la détruit. Et disons qu'après avoir fait 6 forages sur 160, les Espagnols qui sont au large d'Erquy et du Cap Fréhel, ont détruit une partie de la faune et de la flore. Et tous les pêcheurs le voient bien, puisque, grossièrement, la criée d'Erquy, qui était une criée de pêche côtière, et maintenant une criée de pêche hauturière. Il y a plus de 40% de criées pour la pêche côtière. Donc la pêche côtière a souffert énormément, et la pêche côtière souffre parce que le poisson et le crustacé est parti. Il n'y a pas de miracle. On voit quand même des contradictions considérables chez les écologistes. Ils veulent supprimer le nucléaire. On remplace ça par le charbon et le lignite en Allemagne, qui est très polluant. On fait des éoliennes qui détruisent la faune et la flore, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut assumer longtemps, en politique, des contradictions aussi manifestes? Alors, le point capital sur lequel il faut réfléchir, et j'y réfléchis depuis des années, et par conséquent, je suis en contradiction avec les écologistes sur ce point depuis une vingtaine d'années, c'est que le monde, l'humanité, parce que l'humanité d'abord, a vécu dans l'idée qu'il fallait avoir une énergie abondante et bon marché. C'est le principe de base. C'est-à-dire qu'elle a toujours cherché l'énergie abondante et bon marché. À partir du moment où on s'oriente vers une énergie non abondante, l'énergie solaire ou éolienne, puisque ça dépend du vent et ça dépend du soleil, et qu'on dit on ne compte pas, parce qu'on ne compte pas. On ne compte pas. À ce moment-là, on est effectivement dans la contradiction fondamentale de l'avenir de l'humanité. L'humanité ne peut pas vivre si elle n'a pas une énergie abondante et bon marché, parce que c'est la seule manière dont elle peut croître. Et si jamais on lui met une énergie pas abondante, en pénurie et chère, à ce moment-là, elle régresse et on est en décroissance. L'humanité a toujours cru, et elle a toujours cru en particulier en démographie. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui a permis la démographie d'être aussi galopante. Et donc il faut revenir à la raison, c'est-à-dire que à l'énergie abondante et bon marché. Où est l'énergie abondante et bon marché aujourd'hui? Elle est dans le nucléaire. Elle est dans l'hydraulique. Et puis, elle est aussi dans le pétrole et le gaz. OK. Bien, on nous dit, attention, vous utilisez trop de pétrole et de gaz, et par conséquent, vous allez mettre en difficulté l'environnement, non pas la planète, parce que la planète s'en fiche complètement. La planète sans humains, ça marche toujours. Mais les humains sur la planète. Bon, alors, très bien, parfait, alors on va essayer de limiter. Et à ce moment-là, il y a des dictates qui arrivent, c'est-à-dire le diktat voiture électrique, le diktat pompe à chaleur, etc., des dictates qui sont complètement hors sol. C'est-à-dire que si jamais vous avez une électricité, comme en Chine, qui vient du charbon, et que vous faites la voiture électrique, votre voiture s'appelle une voiture à charbon. Si jamais vous avez en Allemagne une voiture électrique qui marche au gaz, ben c'est une voiture à gaz. Bon, alors maintenant, est-ce que sur le gaz, il est préférable d'aller vers l'électricité pour avoir les voitures électriques, ou est-ce qu'il faut aller directement du gaz à la voiture? En rendement, il n'y a pas de photo. Il faut mieux faire des voitures à gaz directement plutôt que des voitures électriques à gaz. Donc c'est ça que les écologistes n'ont pas voulu voir. Et maintenant, je crois que, enfin, je redis, le roi est nu. Maintenant, ça y est. On a vu que l'Allemagne avait fait la politique qui échoue. Oui. Et cette politique qui échoue, on doit en tirer les conséquences. Mais d'où vient la doctrine de cette politique qui échoue, de cette doctrine verte? Alors il y a deux endroits dont elle vient.
Il semble que les ONG, beaucoup d'ONG ont été financées par des gens qui avaient intérêt à développer le gaz et le charbon. Donc il semble que là on a quelques doutes sur la et puis on a bien vu qu'une ONG comme Greenpeace tire une grande partie de ses revenus des éoliennes. Donc, par conséquent, elle a intérêt à posséder les éoliennes puisque ses revenus... Non. Donc c'est la première chose. Je réponds. Dans l'État le plus pétrolier du Canada, autant que je me souvienne. Peut-être, mais c'est pas... Le sujet fondamental, c'est la cécité des gens, et la cécité peut être accélérée par un peu d'argent placé au bon endroit, ou des intérêts évidents comme Greenpeace sur les éoliennes. Mais le fond du sujet, c'est que il y a des gens qui pensent encore, mais ça, on est arrivé en 68 aussi avec la même idée, qu'on pouvait décroître et prospérer, et qu'on pouvait revenir aux chèvres et prospérer. Non. On ne revient pas. Certains individus peuvent revenir aux chèvres ou aux laits de chèvre, c'est pas interdit, mais on ne peut pas baser le développement de l'humanité sur une énergie en pénurie. Sur la croissance zéro. Croissance zéro, ouais. ou croissance négative. Négative. Alors là, on est bien sûr des contradictions que certains des personnes qui disent à peu près les mêmes choses que moi, vont jusque-là. C'est-à-dire que Jean-Marc Jancovici, avec le projet Shift, il dit il faut, nous n'aurons pas le choix, il faut décroître. Et je dis, le problème, c'est décroître où ? Oui, qui commence ? C'est votre famille, c'est votre famille qui va commencer à décroître. Jancovici est favorable au nucléaire, par exemple. Oui, absolument. C'est pour ça que je dis qu'il dit souvent les mêmes choses que moi, mais en l'occurrence, il dit le fait de parler du nucléaire, il faut que nous soyons sérieux et que nous décroissions. Alors moi, autant je dis oui, il faut éviter les gaspillages, je suis d'accord, hein, mais dire nous partons vers la décroissance, non, l'humanité ne le fait pas. L'humanité se sert des sources d'énergie qu'elle a à l'endroit où elles sont dans son intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne ferez pas les Indiens qui sont sur des champs de charbon à air libre, vous ne les ferez pas ne pas utiliser le charbon. C'est pas vrai. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est dire le charbon individuel, c'est extrêmement émetteur de pollution et de gaz carbonique. Par conséquent, faites des centrales, augmentez la température des centrales de manière à ce que on limite les émissions, etc., et utilise l'électricité. Ça, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais on ne peut pas interdire à l'humanité qui est sur du charbon de cultiver des pommes de terre sur le charbon. Non, ça pousse pas. Loïc Le Floch-Prigent, on a entendu le 6 juillet dernier le nouveau Premier ministre Elisabeth Borne annoncer le projet de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Est-ce que c'est une bonne solution ? C'est un premier pas vers... Ça peut être un premier pas. C'est un premier pas ou c'est pas un premier pas. Disons que là, l'idée de démanteler EDF dans tous les sens, d'en faire une entreprise privée, etc., tout ça ne tient pas la route. On a un monopole, il faut assumer le monopole. Donc je suis pour assumer le monopole. Voilà. Et ça va coûter combien à peu près ? 7 milliards de... 7 milliards, oui. 7 milliards. 7 milliards de racheter, il y a 16% ou 14% dans 16%, oui. 16%, mais qui sont à la Caisse des dépôts, qui sont dans des tas d'endroits, qui sont l'État aussi. En fin de compte, la compagnie est déjà est faussement privatisée, elle est en fait nationalisée. Revenons aux réalités, elle est nationalisée, elle reste. Bon. Alors à ce moment-là, il faut dire, puisque j'ai cet outil-là, puisque cet outil fonctionne, je l'espère, avec du nucléaire et de l'hydraulique à 85%, faisons en sorte que le prix de l'énergie pour l'ensemble des contribuables, y compris les entreprises, parce qu'on oublie, on est toujours en train de dire le contribuable, le pauvre ami, il faut mener le bouclier pour lui, etc. Et alors l'industriel, il en prend plein la figure. C'est ça qu'on a. Combien d'augmentation ? 3 fois plus sur l'électricité et 4 à 5 fois plus sur le gaz. Hein, voilà la réalité. Donc à chaque fois que vous êtes énergétivore, vous avez des difficultés. Mais en plus de cette renationalisation d'EDF, il faudrait aussi renforcer les fonds propres. C'est bien sûr. Parce qu'on renationalise. Bien sûr. Alors ils ont dit qu'ils allaient mettre 13 milliards. Ça ne suffira pas. En faisant que, en tous les cas, maintenant,
il faut dire, voilà, le contribuable a payé l'appareil industriel de production français, c'est lui qui a payé. Il a payé les barrages, il a payé les centrales nucléaires. Bon, on va essayer d'optimiser tout ça et faire en sorte que le prix soit un prix réel. Voilà. Qu'on n'est plus dans le prix réel, là. Oui. C'est qu'on paye aujourd'hui avec le prix de l'électricité, on paye les éoliennes en mer hors de prix, absolument. les solaires hors de prix, les méthaniseurs hors de prix, etc. On paye tout ça. On paye tout ça. C'est ce qui a fait monter le prix de l'électricité. Ce sont les agissements pour plaire aux écologistes. C'est ça. Donc maintenant, revenons au prix réel. Et faisons en sorte que cet outil de compétitivité que nous avons en France, nous l'utilisions. Alors, on dit, c'est ce que j'ai été agressé. On dit, alors, vous n'êtes pas solidaire européen. Je dis, moi, je voudrais bien être solidaire européen si jamais ils sont solidaires. Oui, est-ce que les Allemands le sont. Le sont-ils mais vous êtes anti-allemand. Mais non, moi, mes amis allemands me demandent de dire ce que je dis. Les amis allemands ont envie que les Allemands gardent leur centrale nucléaire. Oui. Et d'ailleurs, la Commission l'a dit 2 fois. Thierry Breton a dit... il faudrait mieux qu'on continue à produire ce qu'on produit déjà sans s'arrêter. Oui. Bon, il n'a pas parlé de nucléaire, enfin, c'est ça qu'il a dit. Et puis ensuite, la Commission européenne a dit, il faudrait quand même que les Allemands réfléchissent avant d'arrêter la centrale nucléaire. Voilà. Donc on voit bien que la raison, c'est bien celle-là, et que c'est l'idéologie qui va dans l'autre sens. Mais ce n'est pas la raison. La raison, c'est gardons nos centrales nucléaires en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas étaient prêts à partir. Non, il a dit non. La Belgique était prête à partir. Il s'interroge aujourd'hui. Non, mais il faut bien sûr vous s'interroger. C'est-à-dire que quand on note un outil qui peut encore durer 10 ou 20 ans et qui est en parfaite, parfaitement amorti et qui a son personnel qui est là à l'ensemble. Il faut le garder. C'est évident. La raison le bon sens veut qu'on fasse ça. Voilà. Et aller contre le bon sens, c'est jamais bon parce que, et je répète, parce que je vais le répéter tout le temps au cours de cet entretien, il faut de l'énergie abondante et bon marché. C'est le principe de base. Et tant qu'on est en train d'essayer de traficoter en disant je veux faire du carburant vert avec les plantes. Non, la terre, elle est faite pour alimenter les personnes. Si vous augmentez les Allemands ont dit on va méthaniser. Très bien. Alors ils faisaient du maïs pour méthaniser, pour faire du gaz méthane, parce qu'ils étaient subventionnés à le faire. Oui, mais le gaz méthane le moins cher, si jamais on utilise le gaz méthane, c'est le gaz naturel qui est dans le sous-sol. Et nous avons aujourd'hui du gaz méthane, nous, dans notre sous-sol, dans la région parisienne et dans le sud. On sait où il est. Donc on pourrait aujourd'hui, si jamais on arrête l'idéologie et qu'on dit on a vraiment besoin de gaz, on pourrait dire je vais aller chercher du gaz et en 18 mois, vous avez 10% de la consommation française à peu près de gaz qui est prise par notre sous-sol. C'est ça. Bon. Alors, et le gaz, c'est important pour bien sûr l'industrie, et c'est important en particulier pour les agriculteurs, parce que vous vous souvenez que pour avoir des engrais azotés, il faut passer par le gaz méthane. On n'en produit plus en France, voilà. On a arrêté, on a c'est ça, mais ce qui nous permet d'en acheter à l'extérieur. Nous allons faire une petite pause. Qui nous oblige. Cette pause nous permettra de reprendre sur cette question justement, et nous irons aussi sur le problème de l'EPR. EPR 1, EPR 2, fiasco du premier. Vous nous dites EPR 2, il faut que vous nous en parliez. Pause. Alors, avec Pierre Bergerot, nous interrogeons M. Loïc Le Floch-Prigent, qui est industriel et spécialiste de l'énergie. Nos téléspectateurs s'en sont aperçus. Avant d'aller sur l'EPR, je voudrais qu'on fasse une petite précision pour nos téléspectateurs. Vous avez cité l'ARENT. Ça veut dire accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Or, ça veut dire que EDF a financé ses concurrents. C'est ça. Exactement. C'est tout. Voilà. Et c'est une anomalie libérale, me semble-t-il. Au nom du libéralisme, on fait des conneries. C'est incroyable. Alors du coup, on dit, c'est parce que vous êtes libéral que vous avez fait ça. Non, pas du tout. Parce qu'on est con. Voilà, c'est tout. C'est dit. Alors, le PR1 est quand même un fiasco. C'est un fiasco et il faut avoir l'idée de comment ça s'est fait.
pourquoi eux? Pourquoi eux de l'EPR? Oui. Européen. Donc l'idée, c'était de faire un outil européen, c'est-à-dire franco-allemand. Et donc nous avons commencé à préparer ce dossier avec les Allemands, et en l'occurrence les Allemands de Siemens. Oui. Donc les Allemands de Siemens sur tout ce qui regardait le contrôle-commande. Et puis, à mesure que le temps passait, les Allemands ont commencé à tousser sur l'idée de financer quelque chose qui était quand même très français. Bon. Et en 2011, ils ont tiré le tapis, c'est-à-dire qu'ils ont dit non, nous on s'en va, petit 1, et 2, mais l'Europe doit faire des normes extrêmement fortes, et on avait déjà commencé à faire le béton. Ah oui. Donc on avait, Flamanville était déjà bétonné, etc. Bon, et il a fallu refaire l'ingénierie avec un béton déjà fait. Ah, alors ça c'est pas bon. C'est pour le public, il comprend pas. Bon, mais déjà quand on a construit une maison et qu'on a oublié que l'électricité arrivait et qu'il faut refaire l'électricité parce qu'il n'y a pas d'électricité, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué. Là, c'est encore pire, parce qu'il y a des blocs de béton énormes. Bon. Et donc, on s'est retrouvé à refaire l'ingénierie. Et là, on n'a pas utilisé, de mon point de vue, hein, je donne mon point de vue là, brut, de mon point de vue, on n'a pas utilisé l'ensemble des algorithmes qui permettent de faire les jumeaux numériques. On n'a pas utilisé suffisamment la capacité de ne pas faire ou de. On était sur le prototype, on fait le prototype. Bon. Et donc on a cafouillé nos prototypes, c'est vrai. Hein, donc il y a eu. Mais le fiasco n'est pas venu de la capacité technique des Français à faire le nucléaire. Nous avons les meilleurs ingénieurs français en la matière, et nous restons les meilleurs, et c'est en particulier nos ingénieurs qui vont porter la bonne parole sur le neutron rapide à travers le monde. Hein, donc il ne faut pas rigoler. Et les gens qui sont actuellement dans les centrales nucléaires, les directeurs de centrales nucléaires, sont les exemples de tout, du monde entier. Un directeur de centrale en France, c'est quelqu'un qui est exceptionnel pour le monde entier. Voilà. Les problèmes sont venus du retrait des Allemands. Donc, absolument. Et pourquoi ce alors, en 2011, après Fukushima, là, le tapis a été retiré complètement. Il avait commencé avant. Hein, Madame Merkel, Monsieur, et donc c'était Monsieur Schröder. Nous, on va faire l'éolien et le gaz, et le nucléaire, on n'a pas besoin. Hein, donc c'était ça, donc, le début de le gazoduc qui traverse la Baltique et pas l'Ukraine. Et donc en 2011, c'était fini. Et depuis, on pagaille à vue. C'est-à-dire qu'on est mal parce que y a une partie de la conception qui n'était pas la nôtre, qu'il a fallu redéfinir. Et bon. Mais le réacteur aujourd'hui, si jamais on a envie qu'il marche, il marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a mis en exergue le fait qu'il y avait des soudures à l'intérieur du béton qui n'étaient pas parfaites. Bon, moi, je considère que comme c'est des circuits de sécurité, ce n'est pas le circuit de sécurité a une soudure qui va pas. Ben, si jamais la soudure est mal faite, à un moment, le circuit de sécurité dit halte au feu. C'est un problème, mais c'est pas un problème nucléaire. C'est un problème uniquement électrique. Bon. On a arrêté et on a fait 2 à 3 milliards de dépenses en plus pour 2 ou 3 ans de plus. Je considère, mais là c'est moi qui parle, que ces dépenses étaient inutiles. Et je suis prêt à y répondre devant un conseil d'experts et pas forcément de parlementaires. Bon. Mais, en tout état de cause, ce n'est pas un fiasco français, puisque nous avons fait les EPR en Chine, qui marchent très bien. Voilà. J'allais vous poser la question. Et vous avez remarqué qu'il y a eu un moment, un problème en Chine, et aussitôt, on a dit problème de conception des EPR, il y a un problème en Chine, etc. Et on a fait la une des journaux sur le problème en Chine. Bon, le problème a été réglé, ce n'est pas un problème de conception de l'EPR, c'est un problème de combustible, ça n'a rien à voir. Et vous n'avez pas vu une ligne dans la presse disant le problème était réglé. Vous n'avez pas eu une ligne, pas une ligne. Il y a la Finlande et l'Angleterre quand même. Ah. Alors, donc sur la Finlande, on a vendu quelque chose que nous n'avions pas, donc c'était embêtant. Hein, et donc il a fallu faire de rétropédalage. Et ça, il y a des responsables qui aiment bien vendre et se faire féliciter avant d'avoir le produit. Ça, c'est embêtant.
Et en ce qui concerne Hinkley Point, l'État a forcé EDF à faire ce projet. Donc c'est l'État qui a dit, EDF dit ça m'endette beaucoup, c'est très embêtant. Il faudrait que les Britanniques participent au financement d'une manière ou d'une autre. Et à la fin, l'État a dit non, les Anglais ont raison, on va faire ça pour eux. Voilà. Donc c'est ça qu'on a fait. Donc la fragilité, elle vient de l'action de l'État et pas de l'action des ingénieurs d'EDF. Je voudrais revenir. Les ingénieurs d'EDF sont bons, prennent des risques, font des opérations exceptionnelles. Là, on leur demande de faire un certain nombre d'opérations compliquées, puisque il faut aller très très loin pour prendre l'eau et la ramener. Enfin, il y a un certain nombre d'innovations qui ont été rendues obligatoires pour les Anglais. Bon, on a pris des risques, on aurait eu envie que les Anglais prennent des risques financiers en même temps. Ils n'ont pas pris, par conséquent, ça met en déséquilibre EDF. Mais c'est l'entreprise de déstabilisation d'EDF fait partie des objectifs. Oui. Vous voyez, bon, alors, il y a l'objectif Hinkley Point, il y a un objectif d'art. À chaque fois qu'on peut dire « Ah, c'est EDF qui a tort, c'est EDF qui a tort », on le fait. Bon. Il n'en reste pas moins qu'on a quand même aussi oublié dans l'affaire les turbo-alternateurs d'Alstom qui ont été vendus à General Electric. Oui. Et on a eu beau dire « Mais non, ça fait partie ». C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait EDF, on en revient à la nationalisation d'EDF et qu'on a fait un monopole, et qu'on a un monopole de production qui est quand même préférable dans le nucléaire, puisque les experts sont monopolistiques. Donc, bon. À ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout et garder les turbo-alternateurs. Non, on les a vendus à General Electric, maintenant on va les racheter. Donc on voit bien que cette politique du K1KA n'est pas la meilleure qui soit. Et ça, c'est la politique de l'actuel président, cette politique du K1KA. Comment vous l'expliquez ? C'est une politique, mais il n'est pas tout seul. Mais il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe... Il y a qui autour ? Il y a des gens qui considèrent que le monopole, c'est pas bien, que l'éolien, c'est bon, que le solaire, c'est bon. Ces gens-là existent toujours. Il y a des gens qui continuent à me dire... Le président du Conseil régional de Bretagne continue à me dire, j'ai raison de faire les éoliennes en mer au large d'Erquy. Il continue à le dire. Et on continue à lui montrer que c'est pas bon, et il continue à dire si, ça va faire que 850 000 foyers bretons vont être servis par l'électricité, ce qui est faux, puisque c'est à 25% du nominal, et qu'il faudra la centrale à gaz de Landivisiau, voilà, qui vient de s'ouvrir, de Landivisiau, ou la centrale à charbon et Pellet de Cordemais pour faire marcher ces éoliennes. Voilà. Ces éoliennes ne vont pas servir l'électricité à la Bretagne. Ce n'est pas vrai. Alors, est-ce qu'il aurait fallu faire plug-off ? Il ne fallait pas faire plug-off à plug-off. Alors, à plug-off, c'est les Bretons, on dit plug-off jamais. Donc, on a pris un site historique, un peu comme au Cap Fréhel, pareil, au Cap Fréhel et à Erquy, on prend cet historique, là il râle pas trop, mais à Plogoff ils ont râlé. On prend la pointe du Raz et on dit à pointe du Raz, là Plogoff, on met une centrale nucléaire. Alors les anti-nucléaires se retrouvent avec l'ensemble des Bretons, on dit à Plogoff c'est pas possible. Non, on va pas mettre une éolienne sur le calvaire de Saint-Égonec non plus. On va pas mettre du solaire sur la cathédrale de Saint-Paul-de-Léon. Non, c'était symbolique d'une agression contre la Bretagne inutile. Donc il fallait simplement choisir un autre site. Choisir un autre site. Et donc ils ont voulu ce site-là et ils ont perdu. Voilà. Est-ce qu'on va assister, Loïc Le Floch-Prigent, cet automne, cet hiver, à des coupures d'électricité comme l'ont annoncé certains membres du gouvernement ? Ça dépend. Il faut d'abord savoir si l'hiver est rigoureux ou pas. Bon, mais il est clair qu'entre le 15 janvier et le 15 février, vous avez un anticyclone, donc vous avez pas de vent, et vous avez un peu de soleil, mais sur une petite tranche, puisque c'est le tiers de... Donc on n'a pas d'énergie nouvelle à ce moment-là. Et donc, alors, s'il ne pleut pas énormément, est-ce que nos barrages auront suffisamment d'eau pour compenser ? Ça va dépendre de la pluie avant.
Et puis, ça dépend de ce que j'ai indiqué sur les centrales nucléaires. Est-ce qu'on les rouvre, est-ce qu'on les rouvre pas? Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Parce qu'on n'a plus de coupure. Par rapport à l'année dernière, ce qui a changé, c'est que nous avons acheté de l'électricité à 100 fois le prix. Dans la période que j'indique, oui. Avec les centrales à gaz et les centrales à charbon allemandes. Oui, c'est ça. Bon, alors donc on a inversé donc on a importé. On a oui. importé. Alors autrefois, nous exportions. Ah ben, on a toujours exporté, oui. Et puis maintenant, nous importons. Mais c'est valable pour tout. Dans l'alimentation, c'est la première fois dans l'histoire de la France, que notre balance commerciale alimentaire est déséquilibrée. Oui. En 2021, vous avez ça. Oui. Vous avez remarqué. La 750 millions. Exporte plus de denrées agricoles 750 millions. Donc c'est partout pareil. Donc on est parti sur le quoi qu'il en coûte. Donc ça c'est dramatique. Et là sur l'électricité c'est au quoi qu'il en coûte. Et là on ne pourra plus importer le gaz allemand que l'Allemagne reçoit de Russie. C'est-à-dire que l'Allemagne est en train de se demander comment elle va avoir l'électricité à cette période-là. Donc c'est un peu trop de. Pour nous, et par ailleurs, nous, on a tendance actuellement à être solidaires des Allemands, qui ne sont pas très solidaires avec nous, enfin, puisqu'ils veulent fermer leur centrale nucléaire. Et donc, on a tendance à déstocker un peu de gaz qu'on ferait bien de garder. Vous voyez, parce que nous, on a des stockages de gaz plus importants. Et stockages souterrains. En présidence Gaz de France. Par exemple, à Ben. En président de Gaz de France, il s'occupe des stockages souterrains. Et puis par ailleurs, on a 3 centrales de terminaux de regasification, donc on importe du gaz de partout. À titre anecdotique, on importe du gaz de schiste américain. C'est mauvais quand c'est chez nous, mais c'est bon quand c'est américain. On est content d'avoir du gaz de schiste américain. Les Allemands aussi, ils utilisent du gaz de schiste américain. Tout le monde utilise du gaz de schiste américain aujourd'hui. De moins en moins parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des particules de schiste dans ce gaz qui usent les tuyaux et les turbines. Ils n'ont pas le choix. Oui, c'est ça le problème. Ils n'ont pas le choix. Il est intégré. Il y a un énorme chantier au Qatar. Oui. 35 000 ouvriers sont prévus pour l'exploitation du gaz, qui est déjà exploité, mais il y a un énorme chantier là qui est en cours. Oui, mais c'est le gaz, le réservoir de gaz le plus important, c'est le réservoir entre le Qatar et l'Iran. Oui. Hein, donc le South et North Dome et South. Voilà. Et ils traversent le détroit. Voilà. Et donc les Qataris peuvent produire plus de gaz. Il faut gazéifier et ensuite il faut des terminaux de dégasification. Ouais. Or, les écologistes allemands, toujours eux, ont plaidé pendant des années pour qu'il n'y ait pas de terminaux de regasification en Allemagne. Donc il n'y en a pas. Donc il va y en avoir un petit dans quelques années. Et nous, est-ce qu'on en a en France de ces Bien sûr, j'en ai 3. Je l'ai indiqué tout à l'heure. 3. On a 3. Et on a en plus, nous, un atterrage à Dunkerque de gaz norvégien. Donc notre politique gazière que j'ai présidée pendant 4 ans est une politique responsable. On a du gaz naturel liquéfié venant d'Algérie, on a du gaz liquéfié venant du Qatar, on a des pétaniers. Bon, en ce qui nous concerne, nous Français, si jamais on est tout seul, mais ce n'est pas le cas, on n'a pas de problème gazier, contrairement à ce qu'on raconte. On a un problème gazier parce que nous sommes dans l'Europe et qu'on est solidaire avec Européens, en particulier à cause de notre politique stupide et électrique où on risque d'avoir des pénuries et où on peut avoir besoin de nos voisins qui vont remettre leur centrale à charbon à le prix européen de l'électricité est indexé sur celui du gaz. Voilà. Alors, grâce à la soumission de la France à la Commission européenne. Absolument. Donc, ce qui a permis aux fournisseurs de gaz dont vous parliez tout à l'heure de se faire du bénéfice sans rien faire. C'est agréable. Hein, l'enrichissement sans cause. Ils ne produisent pas, mais ils distribuent. C'est l'enrichissement sans cause. Oui, vous savez ce que c'est en économie, l'enrichissement sans cause. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, maintenant, il faut penser à l'avenir. Et vous nous avez laissé entrevoir EPR2. Je note quand même qu'il commence encore par E.
Parce que c'est une marque de fabrique maintenant. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ce que je pensais. Enfin, c'est FPR. FPR. Voilà. FPR. Alors là, donc les gens, ils travaillent dessus. Je pense que il y a des gens de chez EDF qui travaillent et qui sont en ingénierie permanente sur le sujet, avec les gens de Framatome qui ont reconstitué, Framatome a reconstitué une force de frappe industrielle dans tous les centres, Paimboeuf, Creusot, etc., donc exceptionnel, avec des gens qui viennent sur le nucléaire, des jeunes qui viennent sur le nucléaire compétents et des anciens qui reviennent, bien qu'ils aient été éconduits à l'âge de 50 ans, ils reviennent pour travailler un peu sur leur retraite, si vous voulez. Non. Il y a aujourd'hui un monde nucléaire français qui agit, qui est compétent, et on raconte des bêtises. L'idée, c'était qu'on avait perdu justement on le a perdu parce qu'on n'a savoir-faire. pas construit. Voilà. On a perdu parce qu'on a construit, mais dans la mesure où on a quand même refait l'ensemble de Flamanville, où on a eu des gens qui sont partis le faire en Chine. Et que nous sommes en train de suer sur Hinkley Point, les compétences sont en train de revenir à toute vitesse. Donc, alors ça ennuie les écologistes qui disent « mais on n'a pas de compétences, on est nuls », etc. Et dès qu'il y a un petit truc, c'est pour ça que je parlais des 3 mm de corrosion tout à l'heure, dès qu'il y a un petit truc, oh, quelle catastrophe, c'est affreux, alors il faut arrêter tout, le nucléaire, c'est fini. Le principe de précaution. C'est le principe de précaution. Non, il faut regarder les choses en face. Nous sommes une grande nation nucléaire. Nous avons les Curie ont été les premiers en la matière. Nous continuons à avoir partout dans nos laboratoires, y compris dans des endroits comme le Collège de France et Normale Supérieure, nous avons des gens de qualité qui savent réaliser des opérations, et nous allons réussir si jamais le nerf de la guerre est là. C'est-à-dire, si jamais nous avons conscience collectivement que l'énergie abondante et bon marché est la seule solution pour nous, nous allons y mettre le paquet et nous allons réussir. Mais on ne peut pas mettre le paquet à la fois là-dessus et sur les éoliennes. Il y a une dette de 43 milliards. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut... un besoin de financement de 50 milliards. Voilà, et ben il faut y aller. Il faut y aller. Mais si on arrête un peu les éoliennes en mer, les stupides qu'on fait, on a l'argent. On a tout de suite les financements. Non, mais vous inquiétez pas, l'argent existe. L'argent existe, simplement il ne faut pas le gaspiller à faire des bêtises. Les éoliennes en mer, sauf au Touquet, où le projet d'éoliennes en mer a été oui, non, arrêté. mais moi je considère que le Cap Fréhel et Erquy, c'est beaucoup plus joli que le Touquet. Oui, et je considère... En quoi il se différencie cette FPR de l'EPR? C'est-à-dire qu'il y a le jumeau numérique maintenant. Donc on a le jumeau numérique. Oui. C'est-à-dire qu'on a la capacité aujourd'hui de vérifier l'ensemble du fonctionnement en faisant tourner le jumeau numérique. C'est là où les algorithmes sont extraordinaires et où on n'a pas utilisé le trésor qu'on avait avec Dassault Systèmes que les autres ont utilisé. C'est-à-dire que les Russes et les Chinois ont utilisé Dassault Systèmes plus rapidement que nous en France. Et on sait faire. Et le jumeau numérique, ça permet d'enlever le prototype. Jumeau numérique. C'est un jumeau numérique, c'est-à-dire que vous avez à côté de ce que vous faites, le bureau d'études, vous avez un fonctionnement numérique avec les outils numériques qui vous permet de simuler l'ensemble de ce qui arrive. Et pendant que vous êtes en train de travailler, vous simulez au même moment ce qui va arriver une fois que vous aurez terminé et ce qui va passer. Alors ça conduit dans un premier temps, le jumeau numérique permet des trucs triviaux, c'est-à-dire que vous avez des trous dans les carcasses et puis vous avez des fils qui doivent arriver et que de temps en temps, quand vous arrivez quel que soit le bureau d'études, vous n'avez pas les fils en face des carcasses, c'est embêtant. Donc alors il faut refaire des trous, il faut boucher les autres trous. Donc mais c'est ça, et c'est ce qui a été le problème de l'A380. L'A380 en avion, on a fait des prototypes. On a fait les prototypes et le prototype a mis longtemps à fonctionner parce que
on n'avait pas fait le jumeau numérique. L'A350, on a construit l'A350 directement, on a vendu le premier A350 qu'on a produit. Hein. Oui, alors, Dassault... Et aujourd'hui, avec les nouveaux Airbus, on va directement, c'est-à-dire qu'on a le jumeau numérique, et le premier avion qui est produit part chez les clients. Mais alors Dassault est en France, que je sache, et on n'utilise pas le... C'est très compliqué. Vous savez combien c'est compliqué? C'est-à-dire que pour un petit industriel, je suis un petit industriel, dire je suis français et je fais la même chose que les Chinois, oh là là, c'est très difficile. Oh non, les Chinois, c'est bien mieux. Je dis, vous avez 17 semaines pour faire venir de Chine, et puis moi, si jamais ça va pas, ben, je suis capable de vous repérer. Je suis dans... Ah oui, non, mais les Chinois, c'est bien mieux. Maintenant, les Chinois, c'est technique, absolument. C'est bien état. Mais vous êtes sûr de ça? Oui. Puis, si jamais, en plus, vous dites des Chinois qui viennent par les Allemands, alors c'est beaucoup mieux, parce que les Allemands, ça c'est solide, moi je suis pas solide. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est encore une alors il faut modalité que nous arrivions de la détestation de nous-mêmes. C'est pas la détestation, c'est le soupçon. Soupçon, oui. C'est le soupçon. Oui. Alors il y a des endroits où ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous avez des endroits en France où il y a une solidarité industrielle, où les gens ont confiance les uns dans les autres, qui marche très bien. Hein, moi, je travaille dans ce qu'on appelle dans la Plastic Valley autour de Yonax. Donc il n'y a aucun problème entre les gens qui travaillent en Vendée et dans la région de Nantes, Saint-Nazaire, etc. C'est la même chose, ils sont confiants les uns dans les autres. Mais il y a encore des endroits où on dit oh là là, c'est français, vous êtes sûr que c'est bien? Voilà. Puis vous êtes trop cher. Vous êtes trop cher, essayez-moi. Essayez-moi pour voir si je suis trop cher. Si vous calculez tout, si vous calculez le transport, si vous calculez la logistique, si vous calculez les éventuels problèmes que vous avez avec la fabrication, la capacité de réagir, moi je suis moins cher. Alors il faudrait éclairer nos téléspectateurs aussi sur les nouveaux sites. Est-ce que EPR2 ou FPR2 seraient installés dans des sites oui, absolument, c'est déjà choisis? Il y a 6 sites. Les 6 sites sont connus. Non, oui. Il n'y a aucun problème. Oui. On les connaît, il y a la place. C'est beaucoup plus facile de faire dans le nucléaire que de faire des éoliennes au sol, parce que les éoliennes, il faut un socle en béton énorme. Un socle en béton, il faut... Nous, avec les nucléaires, on est tout petits, on se met dans un coin. Non, c'est tout à fait... Non, les sites sont connus. Hein. Les sites sont connus. Et disons que les gens d'EDF travaillent aujourd'hui sur ces 6 sites avec les gens de Framatome et l'ensemble des nucléaristes de France qui sont entre 100 000 et 200 000. Hein. On n'est pas dans des petits ordres de grandeur. C'est les gens qui sont spécialisés du nucléaire en France, c'est l'ordre de grandeur selon la proximité avec le nucléaire, c'est l'ordre de 100 000 à 200 000 emplois. C'est ça la réalité. La presse n'en parle jamais. Mais jamais, parce que ça les indispose. Parce la presse est pour les éoliennes. Parce que vous avez vu quand les mensonges extraordinaires, c'est-à-dire que vous avez un enfant qui est dans sa voiture et il dort et il a une énergie propre et sur le long de l'autoroute, il y a l'éolienne qui tourne et il est là, il est paisible. Vous avez vu cette publicité? Et prenez l'énergie verte. Mais quelle énergie verte? Quelle énergie verte? Vous avez, entre le 15 janvier et le 15 février, 0 d'énergie verte. Alors que c'est pas la peine d'en histoire, il n'y en a pas. Bon, donc, et puis il y a des moments où effectivement il y en a un peu, puis des moments où il y en a moins. Mais disons que grossièrement, l'énergie verte, les éoliennes, c'est de l'ordre de 8%. Alors il y a des jours où en Allemagne on dit c'est 80%, et un jour. Peut-être pour terminer, Loïc Le Floch-Prigent, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet entretien, est-ce que vous pouvez nous dire au long de cette carrière que vous avez eue dans l'industrie, dans l'énergie, quels ont été vos adversaires, vos ennemis? Il y en a 2 sortes. Il y a les premiers, ce sont les fonctionnaires français qui comptent les sous et ne regardent pas à moyen et long terme. Alors ça, et donc on a eu un moment, un déferlement de fonctionnaires qui ont dit non, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Hein, donc ça, c'est mortifère. Et la politique long terme, c'est une politique long terme. Voilà. Donc on les a connus dans toutes les disciplines, y compris dans les transports en commun. Non, le plan, c'est trop cher. Le plan. Donc à un moment, on a fait disparaître. Et on a
Et le deuxième, c'est les médias écologiques. Les médias sont devenus écologistes, et les écologistes sont devenus médias. Et c'est l'éducation même nationale qui dit « Oh là là, c'est abominable, le pétrole c'est abominable, le gaz c'est abominable, le nucléaire c'est abominable. » Donc on a un ferment écologique qui a percolé à l'intérieur du système pour arriver à des inepties. C'est-à-dire que l'ineptie de la politique actuelle, c'est l'idée qu'on va satisfaire les Français si jamais on lui donne de l'écologie Mais pourquoi ignorante. l'industriel nucléaire ne se défend-il pas mieux face aux attaques des écologistes? Il y a un lobby, par exemple. Il se constitue en lobby. Les lobbies sont constitués, mais quand vous avez des écologistes qui se défendent, c'est des bienfaiteurs. Ah oui, c'est le camp du bien. Lorsque vous avez des gens qui se défendent le nucléaire, c'est le des camp du lobbies. mal. C'est le camp du mal. Ils ont commencé les premiers à dire qu'ils étaient le camp du bien, du coup, après, ils sont tranquilles. Quoi. Voilà, et il faut commencer à dire, nous, le camp du bien. Alors, ils ont essayé, ils ont essayé de dire, nous, on n'est pas, on fait pas de, puisqu'il y a le gaz à effet de serre, que le CO2 est un gaz à effet de serre, nous, on fait pas de CO2, et vous avez un parlementaire sur deux, quand on lui dit, est-ce que le nucléaire fait du CO2? Il dit oui, bien sûr. Plus que les autres. Mais oui, bien sûr. Un sondage avait révélé. On est 70% après. Voilà. Mais c'est affreux. Parce que le pavage de fumée, entre guillemets, et au-dessus des centrales... Mais ça commence dans le langage. Oui, c'est ça. Ça commence dans le langage. Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas écouter la télévision, je ne peux pas écouter la radio sans qu'on me dise que le CO2 est un polluant. Ouais. Le gaz carbonique est un polluant. Non. Ouais. Il faut. C'est un bienfait. Certains disent que c'est un bienfait pour la planète. Non, mais le fait de faire ça, nous sommes en train d'en faire beaucoup, et moi encore plus que vous, parce que je parle plus que vous. Bon, mais on fait. Oui, d'accord. Bon, alors, et si jamais le CO2 est un mal, à ce moment-là, le nucléaire est un bien. Non, c'est mal. Bon, et je continue à dire que les émissions polluantes des fossiles, que ce soit charbon, gaz ou pétrole, ces émissions peuvent être diminuées de façon très importante. Et par conséquent, le bilan global climat sur l'électrique et le fossile doit être un peu plus étudié qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous avez des mines de lithium ou des mines de cobalt, vous dépensez un maximum d'énergie pour produire des batteries. Et il faut vous calculiez ça, et vous calculiez aussi la capacité de recyclage. Et je vous rappelle que le lithium, c'est le premier de la classification de Mendeleïev, vous ne savez pas. Hein. Et qu'est-ce que ça fait, le lithium? Ça explose à l'air ou à l'eau. Oui, on a vu des batteries. Voilà, ça explose à l'air ou à l'eau. Ouais. Alors je ne sais pas si Madame la Première ministre, moi je crois le Premier ministre, a dit l'incendie de Gironde, c'est une voiture électrique. Alors aussi, non, c'est pas ça. Non, mais elle a dit. C'est une voiture électrique. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est embêtant. Vous avez, Loïc Le Floch-Original, vous avez publié pas mal de livres, mais je vais citer 2-3 titres, parce qu'ils révèlent tout à fait le propos que vous nous avez tenu. La bataille de l'industrie, la France va-t-elle perdre, peut-elle la gagner? C'est la question que vous avez posée en arrière-plan, évidemment. C'est 2016. Et elle le fait si jamais elle a une énergie abondante et bon marché. Voilà. Alors après, il ne faut pas se tromper. J'ai écrit, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que, attention, lorsqu'on va dans la mauvaise direction, pendant 20 ans, ce qui est notre cas, à un moment... On tombe face à un mur, on est dans le mur. Bon, alors si jamais on ne veut pas apercevoir le mur, eh ben on se frappe dedans. Là, on est en train de se frapper dedans. Si on n'accepte pas qu'il existe un mur, aujourd'hui c'est ça. J'accepte pas le mur. Alors vous allez dedans. Il faut se tromper. Et puis ensuite, j'ai écrit la politique, un manifeste pour une France industrielle, pour montrer que c'est possible aussi. Et puis là, donc, en début septembre, je reviendrai, j'espère vous voir, je vais faire un livre qui s'appelle « Capitaine d'industrie », où je reprends ce qu'ont été les capitaines d'industrie à la fin de la guerre, 32-45, qui ont reconstruit l'industrie, pourquoi ils l'ont construit, comment ils l'ont construit, et la fierté qu'on peut avoir, et la fierté qu'on peut avoir dans les capitaines d'industrie actuels, que nous avons en France,
et que malheureusement, de temps en temps, nous devons exporter, parce que comme ils ne trouvent pas de possibilité de se développer Ils s'en vont. Ils s'en vont. Par exemple, on n'a plus de mines en France, donc les grands miniers sont à l'étranger. De la même façon, on n'a plus qu'un groupe pharmaceutique en France. Alors, quand on a beaucoup de bons pharmaciens, ils partent diriger des entreprises ailleurs, et ainsi de suite. Donc, de temps en temps, on perd nos enfants alors qu'on les a bien nourris et qu'ils sont compétents. Et c'est bien dommage. Bon, voilà. Eh bien, merci Loïc Le Floch-Péjean. Merci pour cette interview riche. Hein, je crois que nos téléspectateurs ont appris J'espère que j'ai traité tous les sujets, oui, mais l'important, abondant et bon marché. Voilà. Alors, il y a une dernière question quand même. L'eau, dans le bilan énergétique, c'est combien 9-10%, non oui, donc c'est important. Oui. C'est important. Mais bon, l'eau, on en a. On en a si on a envie d'en trouver. Ah. C'est-à-dire que on est là actuellement, on pleure sur l'eau des fleuves, ok, très bien. Puis on pleure sur le nappe phréatique, très bien. Mais on a de l'eau en dessous, hein, donc il faut éviter de continuer. J'ai un de mes collaborateurs qui a écrit un livre sur l'eau en montrant que si on en veut, on en trouve. Alors, il est plus intéressant économiquement pour un certain nombre de gens de ne pas en trouver. C'est tout. Mais si on a envie, il faut, une fois de plus, forêt. Forêt pour le pétrole, forêt pour la géothermie, forêt pour l'eau. Voilà, il faut apprendre les bons vieux métiers. Et comme on a des très bons foreurs français qui sont sans emploi en France, qui doivent s'expatrier aujourd'hui, on peut les rapatrier pour aller chercher de l'eau. Alors voilà une conclusion. Merci. Merci, monsieur. Merci Pierre. Merci, chers téléspectateurs. À bientôt.